Et on débute avec le sénateur du jour, c'est Jean Ingray qui nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant cette demi-heure. Vous êtes élu des Vosges, membre du groupe Union Centriste. On va balayer ensemble l'actualité. Et on commence donc par ce jugement qui est tombé hier. Condamnation à 4 mois de prison ferme, 18 mois avec sursis, donc 4 fermes, pour l'agresseur d'Emmanuel Macron, celui qui lui a donné une gifle l'autre jour dans la Drôme. Est-ce que c'est une peine à la hauteur de l'agression pour vous ? En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est une peine immédiate, une peine ferme. Je pense que les magistrats ont voulu avoir une peine aussi proportionnée, puisqu'il y a les 4 mois de prison ferme, mais il y a aussi toutes les peines complémentaires qui ont été mises en place. L'assaillant du président de la République a écopé aussi de 3 ans d'interdiction de droits civiques, 5 ans d'interdiction de port d'armes. Il est interdit de se présenter dans la fonction publique. Donc, une obligation de soins psychologiques. Et une obligation de soins psychologiques aussi, je pense qu'il en aura besoin. Et voilà, je pense que c'est important vis-à-vis des Français, des élus, qu'il y ait une réponse ferme par rapport à cette agression. Le président de la République représente tous les Français. C'est important que ça soit immédiat et ferme. Alors, cette agression d'Emmanuel Macron, elle n'est malheureusement pas isolée. Est-ce que vous constatez cette montée de la violence envers les élus ? Oui, lorsque j'étais maire et puis maintenant en tant que sénateur, parce qu'on a vraiment, on défend aussi en tant que sénateur tous les maires du département. Je pense que c'est vraiment aussi un des rôles et une mission de sénateur. Il y a une montée de la violence, non seulement vers les élus, mais toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique et qui assurent aussi la continuité du service public. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une banalisation de cette forme de violence envers les élus ou pas ? Ça dépend des territoires. Je pense qu'il y a vraiment des cas variables selon les territoires. Mais ce qui est compliqué, si vous voulez, on parlait de l'agresseur d'Emmanuel Macron. La réponse a été ferme et immédiate par rapport à cette agression. Je pense que ça devrait être le cas aussi par rapport aux élus. Je pense que la justice manque de moyens. Et ce qui n'a pas été le cas donc dans l'agression d'Emmanuel Macron, mais que les réponses devraient être aussi rapides envers les agresseurs d'élus. Elles ne sont pas. Est-ce qu'il y a des maires qui vous disent, nous on a porté plainte, on a signalé les faits à la justice, il ne se passe rien ? Oui, bien sûr, j'ai des maires, donc ça, moi, j'interviens naturellement pour leur donner un coup de main. Après, il appartient à la justice, en toute indépendance, de prendre des décisions. Mais il y a un manque flagrant de moyens aussi pour protéger nos élus. On le voit, il y a des formations qui ont été mises en place par le ministère de l'Intérieur, avec notamment des membres du GIGN, pour aider les élus à la prévention de ces agressions. Ça, c'est une bonne méthode pour vous ? Oui, c'est une bonne méthode. Nous, dans notre département des Vosges, avec Dominique, le président de l'association des maires des Vosges, il y a des formations qui sont mises en place, des formations de ce type aussi. C'est important que les élus puissent être formés, puissent aussi appréhender les difficultés, gérer des conflits. Des conflits naturellement avec des personnes qui les agressent, mais aussi des conflits avec le personnel et des habitants qui peuvent avoir lieu. Sur la réponse pénale, vous nous dites qu'elle n'est pas assez rapide, il y a un manque de moyens. Est-ce qu'aussi elle n'est pas assez sévère ? Est-ce qu'il faut prévoir des peines plus fermes envers les agresseurs d'élus ? Ou pour vous, les peines prévues sont les bonnes ? C'est juste une question d'application ? C'est juste une question d'application. L'arsenal juridique législatif est là. Je pense qu'il faut mettre en œuvre ces peines. On va passer à l'actualité du Sénat. Maintenant, Jean Ingray, l'actualité du Sénat, elle vous concerne très directement puisque vous avez tenté de répondre à la précarité étudiante. C'était hier, votre collègue centriste Pierre-Antoine Lévy a déposé une proposition de loi pour créer un ticket restaurant étudiant. C'est un texte dont vous êtes le rapporteur et qui a donc été voté hier matin au Sénat. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Jean Ingray. Et Quentin, le Sénat a donc adopté hier matin cette proposition de loi issue des centristes. Exactement. Le point de départ de cette proposition de loi, ce sont quelques images que je voulais vous remontrer parce qu'elles ont été évoquées plusieurs fois hier au cours des débats ici. Ce sont des files d'attente devant les banques alimentaires avec ces jeunes qui viennent collecter des denrées alimentaires. Dans votre rapport, Jean Ingray, vous notez qu'un tiers des étudiants a déclaré avoir rencontré des difficultés financières pendant le premier confinement. Et pour 56% de ces jeunes, c'était beaucoup lié aux dépenses alimentaires, ces difficultés financières, d'où cette idée d'un ticket resto pour les étudiants sur le modèle de celui qui existe déjà pour les salariés. Il s'agirait d'un ticket d'un montant de 6,60 € avec la moitié qui serait pris en charge par l'État et l'autre par l'étudiant, donc 3,30 €, 3,30 €. Oriane.
Et le texte a été modifié pour ne concerner que certains étudiants, Quentin. Voilà, c'est ça qui a évolué au fur et à mesure de l'examen du texte. On va le comprendre avec vous, Jean Hingray, mais effectivement, la mesure, finalement, elle ne concernera, si elle est adoptée finalement par l'Assemblée nationale dans les mêmes termes, qu'un cinquième des étudiants, uniquement ceux qui ne disposent pas d'un crous, d'un restaurant universitaire. L'idée de faire en sorte de ne pas déstabiliser les 701 lieux de restauration qui sont déjà existants en France, comme dans les zones blanches avec la téléphonie. En fait, c'est ça la référence que vous faites aussi dans votre rapport. L'idée, c'est d'avoir recours à ces tickets restaurants lorsqu'il n'y a pas d'offre de restauration étudiante. Et le texte a été adopté hier, on l'a dit, mais certains y étaient pourtant opposés. Oui, le gouvernement, effectivement, et la gauche, pour commencer, c'est la gauche. Hein. Ça peut être surprenant parce qu'on parle d'une mesure, de mesure sociale, a priori, mais pour les socialistes, cette mesure, elle coûte très cher, Jean Hingray. Il serait plus intéressant d'investir ces sommes dans les crous, selon eux. Et il y a un autre argument, alors qui vous a un peu énervé, on l'a lu dans les comptes rendus de commission, c'est l'aspect nutritif. Alors, Jean Hingray, d'abord, parlons de la suite pour ce texte. On le dit, cette proposition de loi a été adoptée au Sénat. Ça veut dire que l'Assemblée nationale doit s'en emparer maintenant. Est-ce que vous avez bon espoir que ce soit le cas? Oui, j'espère que ça va être le cas, parce qu'il y a différentes sensibilités politiques à l'Assemblée nationale qui défendent ce texte sous l'impulsion de la députée Anne-Laure Blin. Je pense qu'il aura le même succès, il a déjà eu le même succès, puisque ce texte à l'Assemblée nationale a été aussi co-signé donc, par différentes sensibilités politiques. Donc par la droite en l'occurrence à l'Assemblée. Hein, par la droite, mais aussi par des membres de la majorité, par des gens de gauche aussi, il faut le dire, comme ça avait été co-signé d'ailleurs ici avant que le texte... Mais à l'Assemblée, vous espérez que ce soit les Républicains qui s'en emparent? Peu importe, de toute façon, le but c'est que ça passe. C'est Anne-Laure Blin qui l'a proposé il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. On attend une niche parlementaire pour pouvoir le proposer. On aurait espéré aussi que le gouvernement s'en saisisse pour lutter contre la précarité étudiante. Et plus largement, pour faire face aussi à un problème structurel dans nos territoires, vous l'avez rappelé, un cinquième des étudiants n'ont pas accès à un restaurant universitaire. Et le ticket restaurant étudiant complète le panel des outils mis à disposition des étudiants. Comment est-ce que ça marcherait concrètement? On connaît le ticket restaurant pour un salarié, avec une part effectivement qui est financée par l'employeur, l'autre par le salarié. Et ensuite, on peut les utiliser comme cela dans des restaurants. Quel est le principe pour ce ticket restaurant-là? C'est tout simple, l'étudiant a une application sur son téléphone et puis peut aller au restaurant universitaire, peut aller aussi dans des restaurants locaux ou faire ses courses aussi dans des supermarchés ou des supérettes pour pouvoir s'alimenter, se restaurer tout simplement. Et juste, il n'y a pas de condition de ressources, c'est tous les étudiants qui pourraient en disposer pour vous. Vraiment un principe d'universalité avec mon collègue ami Pierre-Antoine Lévy, c'est vraiment tous les étudiants qui n'ont pas accès à un restaurant universitaire. Et alors justement, tous les étudiants, on se dit que ça va coûter extrêmement cher. On n'a pas trouvé le chiffrage. Alors on a trouvé les moments où dans le rapport, vous démentez les chiffrages que vous dites être fantaisistes de plusieurs milliards d'euros. C'est quoi le coût de la mesure alors ? Ça n'a pas été calculé par le ministère. Nous attendions que le ministère calcule le coût de cette proposition. Vous ne pouviez pas le faire, vous n'aviez pas les moyens en commission de le faire. De toute façon, il y a une chose très simple à retenir, c'est qu'un repas dans un restaurant universitaire coûte entre 7 et 8 euros. Donc, vu que le ticket restaurant étudiant coûte moins cher que le coût d'un repas dans un restaurant universitaire, cette proposition de là aurait coûté moins cher aux contribuables. 2 à 3 milliards d'euros par an, c'est possible? Ça, c'était suite à une tribune du syndicat étudiant l'UNEF qui avait calculé 2 à 3 milliards d'euros. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces chiffres. En tout cas, ils ont fait mouche parce que ce soit les socialistes ou même les écolos qui étaient entre guillemets pour cette proposition de loi, finalement, ils ont changé d'avis. Nous avons même eu par le passé, dans les derniers jours, les dernières semaines, notre collègue Madame Benbassa du groupe écologiste qui a défendu cette proposition sur France Inter. Avec beaucoup d'ardeur, et suite à la tribune de l'UNEF, finalement, il y a eu un revirement de situation. J'ai une dernière question, Oriane, pour ma part. L'argument de la malbouffe qu'on entendait dans votre opposant socialiste sur ce texte, ça vous a énervé en commission? On l'a lu dans le compte-rendu du rapport. Pourquoi est-ce que vous dénoncez cet argument? Ça m'énerve, et puis surtout, ça me fait rire, si vous voulez, parce que ça fait pas si longtemps que j'étais étudiant.
Quand j'ai étudié, j'allais au restaurant universitaire les midis, je mangeais des steaks frites et puis voire des pizzas. Puis on m'a sorti aussi l'argument des boissons alcoolisées qu'on pourrait s'acheter grâce à ce ticket resto étudiant. Au restaurant universitaire, on pouvait très bien consommer aussi une bière avec son steak frites. Donc si vous voulez, il faut arrêter d'infantiliser les étudiants. Je pense que tout le monde est assez grand pour pouvoir se nourrir correctement. Cette mesure, Quentin l'a dit, finalement, elle exclut la grande majorité des étudiants. Il n'y a qu'un cinquième des étudiants qui sont concernés. Pourquoi l'avoir autant limité ? Parce que la grande majorité des étudiants ont accès à un restaurant universitaire. Le but n'était pas d'attaquer les restaurants universitaires avec cette proposition de loi. Il y a un travail formidable qui est fait de la part des Crous avec la mise en place de repas. Il y a différents points de vente qui sont mis parfois même au sein d'une même ville. Mais il y a quand même des étudiants dans des territoires ruraux, dans des petites villes, voire même parfois dans des métropoles, puisqu'il y a des trous dans la raquette qui sont laissés pour compte. Il y a une rupture d'égalité, puis une rupture territoriale au niveau alimentaire. Mais juste précisément, il faut avoir accès à un restaurant universitaire. De quelle manière ? Il faut qu'il soit situé à tant de kilomètres, à tant de minutes ? Comment ça va se calculer ? L'idée, c'était surtout que l'étudiant puisse être rattaché, que sa structure universitaire puisse être rattachée à un restaurant universitaire. Donc en fonction de la structure universitaire, et pas en fonction du lieu où se trouve le restaurant universitaire par rapport au lieu de l'étudiant. Juste, on a beaucoup parlé de cette mesure suite au fil alimentaire, donc avec une visée sociale, répondre à la précarité et aux fins de mois difficiles des étudiants. Est-ce que c'est aussi pour vous une réponse territoriale, un moyen de limiter une certaine fracture territoriale, cette réponse ? Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je pense qu'il faut plus d'égalité au niveau des étudiants. Et puis c'est aussi un signe pour la ruralité et les petites villes, que de pouvoir garder ses étudiants. Il y a de plus en plus de cours en distanciel. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi se pérenniser dans le temps, les cours en distanciel. Donc les étudiants vivent à distance des centres universitaires. Donc ça permet de lutter contre la précarité étudiante et avoir plus d'égalité pour tous les étudiants français. Un mot sur la réponse, même médiatique, sur l'écho qu'a pu avoir votre proposition. Vous avez été surpris, vous nous l'avez dit, du nombre d'articles consacrés à cette mesure. Vous sentez qu'il y a comme ça une réponse dans l'opinion de votre proposition ? Oui, l'opinion est très favorable à cette proposition. Les étudiants d'ailleurs, puisqu'on ne parle que de 2 syndicats étudiants, il y en a un troisième qui est pour. La majorité des étudiants, moi je défendais déjà le ticket resto étudiant quand j'étais élu à l'université. Donc ça fonctionne très bien, même parce qu'à l'époque nous étions plébiscités au moment des élections universitaires. Merci Quentin. Merci. À tout de suite pour la revue de presse de Jean Ingray. On va aller déjà du côté de chez vous, on va aller dans les Vosges, Jean Ingray, on va aller à Épinal, retrouver Alexandre Poplavski-Mayor. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur départemental de Vosges Matin et à la une de Vosges Matin aujourd'hui, c'est l'éolien, débat autour de l'installation d'éoliennes dans les Vosges. Oui, d'abord, bonjour à Jean Ingray, j'espère qu'il va bien. Alors, pour l'éolien, c'est vrai que depuis 2015 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, des parcs sont sortis de terre un peu partout dans les Vosges. Il y a actuellement 35 éoliennes en service. 6, par exemple, fonctionnent depuis 2009 dans le secteur d'Estlay, dans la plaine des Vosges, et permettent d'alimenter en électricité 14 000 personnes. Alors, si le département des Vosges est un territoire de contraste qui limite le développement de l'éolien, de très nombreux projets d'implantation sont dans le vent. Ils ne sont pas sans poser de problème. Le collectif Vosges Horizon Durable, créé en 2010, dénonce en effet l'opacité qui entoure tous ces projets et déplore l'absence de concertation. L'association rappelle l'impact de l'éolien sur le prix de l'immobilier et réclame l'interdiction de ces implantations dans les zones boisées. Justement, on va faire réagir Jean Ingray. Alexandre, restez évidemment avec nous sur cette question des éoliennes. Bon, tout d'abord, bonjour Alexandre. Écoutez, moi, je pense que ça a été rappelé dans le propos qui vient d'être dit. Il y a un mouvement de fond au niveau de la mise en place d'éoliennes dans notre département. Depuis 2009, il y a environ 35 éoliennes qui ont été installées. Ça répond à plusieurs demandes. Au niveau des directives européennes et des attentes aussi des Français d'avoir différents dispositifs qui sont mis en place pour avoir un pack énergétique et donc produire de l'énergie autrement. Et puis aussi, puisque les maires me le disent régulièrement, aussi avoir des moyens supplémentaires dans des budgets qui sont de plus en plus difficiles à mettre en place pour les maires. Donc il y a aussi un gain pour les communes qui sont en difficulté. Donc, c'est-à-dire que vous êtes favorable au développement de ces éoliennes ? Ça dépend. Très sincèrement, je ne veux pas faire de la langue de bois, mais tous les cas de figure sont différents. Alexandre l'a rappelé, il y a des différences entre la plaine, la montagne.
Il y a aussi des sites patrimoniaux, la faune, la flore, il y a différentes choses qui sont à prendre en compte. Et surtout, ce qui a été rappelé dans l'article de Vosges Matin, c'est qu'il y a aussi une concertation à mettre en place parce que la population peut être farouchement opposée. Moi, je l'ai vu dans mon territoire, pas très loin de Remiremont, à Bellefontaine. Il y a eu pendant de longues années un combat juridique entre les habitants et un entrepreneur privé pour la mise en place d'éoliennes. Et justement, on voit que c'est un débat qui monte, hein, cette question des éoliennes. Est-ce que vous craignez que ça crée une colère dans le pays et que là aussi, ça crée une nouvelle fracture territoriale et une nouvelle fracture sociale, finalement? Oui, c'est vraiment, entre guillemets, on peut ressentir parfois des territoires à différentes vitesses. Oui, il peut y avoir une fracture au niveau... Nous, par exemple, dans notre territoire, on a mis en place, on essaye de mettre en place un parc énergétique dans la commune à côté de chez moi, de Martin-les-Remiremont. On va mettre en place un champ de photovoltaïque sur une ancienne friche industrielle. Donc les élus locaux que nous sommes et que j'étais essayons de trouver des réponses adéquates à chaque cas. Allez, on va retourner voir Alexandre. On va parler d'un autre sujet, Alexandre, qui est à lire aujourd'hui dans Vosges Matin. C'est une pétition pour sauver les activités ATE. ATE, c'est les activités du temps de l'enfant. C'est ça, c'était un système innovant, imaginé en 1989. L'aménagement du temps de l'enfant permettait aux écoliers d'Épinal de pratiquer une foule d'activités sportives et culturelles, 3 après-midi par semaine. Mais voilà, ce système est mis à mal par la volonté de la mairie de passer à la semaine de 4 jours. Le maire Patrick Nardin s'en défend et explique que l'esprit originel de l'ATE n'était plus respecté. Les activités, depuis quelques années, sont en effet concentrées sur le vendredi après-midi. Il a donc proposé de changer de modèle dès la rentrée prochaine et progressivement, cette décision validée par un sondage effectué auprès de la population ne fait pourtant pas l'unanimité et des écoles, celles qui sont les premières concernées, ont décidé d'entrer en résistance. Les parents d'élèves font circuler une pétition et demandent à ce que l'ATE du mercredi matin, par exemple, soit préservé et ouvert aux familles qui en exprimeraient le souhait. Jean Gray. Comme vous l'avez rappelé, c'est un processus, un dispositif qui a été mis en place par Philippe Seguin, donc ça fait quand même un bail. Peut-être que l'esprit originel a été perdu depuis 30 ans. Je pense que voilà, moi, très sincèrement, je ne connais pas le dossier. Je fais confiance à Patrick Nardin et à son équipe pour apporter des solutions. C'est un bon maire, donc j'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. Allez, pour terminer, Alexandre, on va aller du côté de Vittel, du côté du palais des congrès de Vittel qui mise sur le numérique. Oui, alors, s'il y a bien un secteur qui n'a pas été épargné par la crise sanitaire, c'est bien celui de l'événementiel. Premières à fermer, dernières à rouvrir, les structures redémarrent lentement, comme au centre des congrès de Vittel. L'établissement a bien reçu récemment des réservations, mais elles sont programmées pour la fin de l'année, et alors que ces structures accueillent principalement des congrès en mai, juin, septembre et octobre. Alors pour faire face à cette situation, le centre vittellois a mis en place un plateau digital pour permettre des congrès en partie en visioconférence et en présentiel. Il s'agit cependant d'une solution qui sera temporaire. Leurs clients demandent à revenir le plus rapidement possible en présentiel dans leurs espaces. Et merci beaucoup. Merci Alexandre Poplavski-Mayer d'avoir été avec nous. On regarde la une de Vosges Matin. On la revoit, consacrée aux éoliennes. On l'a dit, éolien. Où en est-on? C'est à la une de Vosges Matin aujourd'hui. Et on va passer à la revue de presse. On va continuer à parler des Vosges et on va parler du Grand Est aussi, plus largement, avec Quentin qui revient. Et Quentin, on va donc parler du Grand Est et on va parler d'écotaxes. Voilà, c'est une question très sensible dans votre région, l'écotaxe Jean Gray. D'autant qu'il y a le sujet alsacien qui se greffe dessus, avec une ministre candidate suspectée d'être à la manœuvre. Ça donne ce cocktail un peu explosif. Alors, vous le savez, on le rappelle, le gouvernement a annoncé la création d'une écotaxe d'ici 2023-2024 pour la nouvelle communauté européenne d'Alsace. Les élus des départements limitrophes sont scandalisés parce qu'ils craignent un report du trafic plus à l'ouest des départements alsaciens. Alors cette décision, c'est un coup électoral en faveur de Brigitte Klinkert pour donner satisfaction à l'Alsace au mépris de la Lorraine. C'est irresponsable, dit ainsi par exemple la tête de liste en Moselle de l'équipe de Jean Rotner, c'est le candidat LR. À gauche, on parle de manipulation politique. Alors cette mesure, on sait qu'elle est réclamée par les élus alsaciens depuis 20 ans dans les deux départements d'Alsace. Qu'en pensez-vous, Jean Gray? Est-ce qu'il y avait aussi
aussi une arrière-pensée électorale avec cette écotaxe adoptée en Conseil des ministres pour l'Alsace juste avant le scrutin régional. Écoutez, moi je ne veux pas tomber dans la polémique. Tout ce que je sais, c'est que les Français en ont marre de payer des impôts, les chefs d'entreprise aussi, que la mise en place de l'écotaxe va mettre en difficulté certaines entreprises de transport. Il y a eu des articles de presse qui sont parus à ce sujet où certains chefs d'entreprise disent que l'écotaxe va quand même leur coûter la bagatelle de 350 000 €. Va mettre en difficulté aussi leur entreprise. Donc je pense qu'il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et c'est vrai qu'à l'heure de la grande région, de la région Grand Est, si quelque chose est mis en place en Alsace, on pourrait espérer en tout cas moi en tant que Lorrain, mais aussi pour mes collègues champardonnais, qu'on puisse aussi avoir cette écotaxe mise en place. On ne peut pas à un moment dire il faut une écotaxe en Alsace et pas de la mettre en place sur un territoire qui devrait être uniformisé. Et justement, on va continuer à parler de l'Alsace et de la place spécifique de l'Alsace dans la région Grand Est. Oui, on le voit, c'est un sujet très très chaud en ce moment. On en a beaucoup parlé sur notre antenne, on peut le dire aussi, Oriane. Les élus alsaciens sont toujours plus critiques sur cette grande région Grand Est. Ils avaient été confortés dans cette idée par les propos du Premier ministre, c'était en janvier. Il avait critiqué ces grandes régions. Et justement, à la tête de liste En Marche, Brigitte Klinkert, elle est élue alsacienne. Il y a donc un faisceau d'indices, selon plusieurs observateurs, vers de nouveaux potentiels redécoupages au sein de la région. Alors non, a fait savoir l'Élysée. Un courrier a été envoyé comme cela à des élus alsaciens. Un conseiller d'Emmanuel Macron leur a écrit. Il a indiqué qu'il n'était pas question de modifier l'architecture institutionnelle territoriale, je cite, de notre pays où les grandes régions demeurent un échelon incontournable et pertinent de l'action publique. Ça vous a rassuré, cette région Grand Est, elle a un avenir tel qu'elle est construite aujourd'hui? Vous savez, je me suis déjà exprimé sur ce plateau il y a 3 mois dans une émission délocalisée en plus à Strasbourg. Mais on le voit, la question elle fait toujours la une. Toujours la une, comme quoi c'est sans fin, ça va être un marronnier dans le Grand Est. Bon, très sincère, je vous l'avais dit, moi j'étais contre la grande région à l'époque, maintenant la grande région est mise en place. Je pense qu'elle a aussi montré toute son efficacité en termes d'investissement économique, en termes aussi de protection des habitants du Grand Est pendant la crise pandémique, que le président Rotner a fait tout ce qu'il a pu pendant la crise. Et que la région a montré aussi toute son efficacité. Après avoir des grands machins comme d'habitude, c'est sûr que ça éloigne les Français de la politique. Est-ce qu'il y a un double jeu de la part du gouvernement qui dit non, on ne touche pas à la grande région et qui investit une candidate alsacienne très critique de cette grande région dans sa forme actuelle? Alors vous savez, il n'y a pas que Brigitte Klinkert qui est très critique par rapport à cette grande région. Donc voilà, la campagne de toute façon... Il y a un double jeu ou pas du gouvernement? Très sincèrement, je ne sais pas. Non mais Brigitte Klinkert, elle a quand même remis une pièce dans la machine, pardonnez-moi l'expression, hier. Elle est effectivement en campagne dans cette région Grand Est. Et elle a dit qu'elle voulait un référendum. Si elle était élue présidente de région, il y aura un référendum sur l'organisation et le périmètre de la région. Donc elle organisera en cas de victoire. Elle dit, cette grande région nous a été imposée sans aucune concertation. Il faut qu'on demande une fois pour toutes l'avis des habitants. Mais les membres du gouvernement, on le rappelle. Non mais... Sur le fond du problème, elle a raison. De toute façon, cette grande région a été faite sans concertation, ni avec les élus locaux, ni avec la population. Elle a été faite en dépit du bon sens à la base. Donc faire un référendum, et d'ailleurs c'est le fond du problème depuis notre émission, que ça soit avec la personne qui a giflé Emmanuel Macron, qui est gilet jaune, l'écotaxe et les différents sujets que nous avons abordés, il y a un décalage entre certaines décisions politiques et ce que la population veut. Donc pour vous, il faudra un référendum? De toute façon, il y a des élections régionales qui sont en train de se dérouler. On verra qui gagnera les élections régionales et on verra si Brigitte Klinkert est élue. Elle a le droit de faire un référendum. Mais est-ce que si Jean Rotner est élu, vous lui direz il faut aussi qu'on fasse un référendum? Non, parce que je vous l'ai dit à l'instant, la grande région a prouvé son efficacité. Moi, je suis pas fan de la grande région à la base, mais après, il y a un principe de réalité. Et puis il y a surtout des habitants qui n'y sont pas forcément tous favorables. Est-ce qu'il ne faut pas les consulter? Oui, mais on ne va pas défaire tous les 3 ans, tous les 5 ans, des territoires qui ont été mis en place avec des coûts structurels au niveau des fonctionnaires, des bâtiments. C'est quand même un gros travail qui a été effectué. Donc on ne va pas faire que ça. Qu'est-ce qui peut se passer au second tour? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre, Jean Rotner et Mme Klinkert, lorsqu'il va falloir rassembler les listes potentiellement face au Rassemblement national? Cette question, elle va peut-être ressortir aussi du chapeau?
Moi, je suis toujours favorable au rassemblement. Vous savez, surtout que le Front National, dans la région Grand Est, est quand même en tête des sondages. Donc, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû fermer la porte, Jean Rottner, même si maintenant il revient un peu. Il appelle à une sorte de front républicain. Il dit en tout cas que les autres listes, il appelle les autres listes à prendre leurs responsabilités pour faire barrage. Vous savez, Jean Rottner est président sortant. C'est normal aussi qu'il défende son beefsteak, qui se présente au premier tour de l'élection régionale Grand Est en voulant gagner, en ne voulant pas faire d'alliance. Je trouve ça tout à fait logique. Et quand on voit comment ça se déroule en PACA, c'est pas... bon, voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires. Et ça sera le mot de la fin, on a bien compris. Merci Jean Hingray, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.